Et puis on va commencer ces news, bah, vous savez quoi? On va commencer ces news en faisant, de l'auto-promo parce qu'après tout, si on n'en faisait pas, personne ne le ferait pour nous. Enfin, c'est un peu le même principe, c'est un peu le principe quand même de l'auto-promo. Vous le savez, nous sommes le 20 janvier et si vous avez suivi un peu Hello, vous savez qu'on commémore aujourd'hui la disparition de Mané Garrincha et on en a profité, nous, pour, dans cette idée de célébrer la mémoire de Mané Garrincha qui s'est éteint le 20 janvier 1983. On a décidé de rendre public le documentaire, le reportage que l'on avait fait, que l'on lui a consacré lorsque nous avions été au Brésil. Alors, je vais vous faire quand même un petit peu de mise en contexte dans toute l'histoire. Je ne sais pas si vous avez encore eu le temps de le lire. Je mettrai le lien dans la description de l'émission si vous ne l'avez pas fait. Sinon, il est sur la chaîne YouTube de Lucarne Opposé. Je rappelle un petit peu dans quel contexte ce reportage a été réalisé. Si vous étiez avec nous en 2020, vous vous souvenez que peut-être, que c'est à cette occasion que l'on avait lancé la maison d'édition Lucarne Opposé avec un projet. Ce projet, c'était celui-là, c'était ce livre. Le livre de Marcelin, c'était la biographie de Mané Garrincha parce que nous avions été au Brésil pour interroger des gens qui l'avaient croisé, qui l'avaient vu. Et donc, c'était avec cette biographie que l'on avait lancé la maison d'édition. Lorsque nous avions décidé de nous lancer dans ce projet, on avait mis en place une campagne de financement participatif. Et qui dit campagne de financement participatif par les plateformes, à l'époque c'était KissKissBankBank, dit contrepartie. Et dans les contreparties, il y avait ce doc. C'était en 2020, je sais, on est en 2025. Il y a eu quelques petits soucis aussi pour y arriver, mais il est arrivé. Et donc forcément, il y a des gens qui ont mis un petit peu plus pour aider le projet et pour avoir droit à ce documentaire-là. Donc normalement, toutes ces personnes-là l'ont vu parce qu'il leur est disponible depuis un bon mois, ouais, un bon mois, puisqu'il est arrivé juste avant Noël. Donc, ils l'ont déjà vu, normalement. Alors, j'ai cru comprendre que certains avaient eu des soucis, mais moi, j'ai pas eu de retour au niveau des mails. Mais bon, bref, maintenant, il est donc disponible absolument à tout le monde depuis ce lundi. Je salue Vince qui est dans le chat. Concrètement, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce doc? Vous ne trouverez pas le livre version documentaire. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de faire la même chose que ce qu'il y a dans le livre, mais c'était d'apporter quelque chose d'un peu complémentaire. Et donc, l'idée, c'était, comme je le disais, de suivre un petit peu ses traces, comme je l'ai écrit dans la description de ce doc, d'aller suivre un petit peu ses traces, d'évoquer son souvenir, et surtout de voir, bah, voilà, de voir ce qu'il reste de Mané Garrincha. Est-ce qu'il y a un héritage Mané Garrincha? Et donc, ça, c'est l'idée qui anime ce doc. Et donc, on a voyagé entre Sao Paulo, parce que nous sommes allés au musée du football discuter avec un bibliothécaire qui est une véritable encyclopédie du football brésilien, que vous entendez dans ce doc. Vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez. Vous le verrez bientôt. Il y a un autre doc qui arrive sur le musée du foot brésilien. On est allé à Rio, notamment du côté forcément de Botafogo, pas pour parler avec John Textor, mais pour parce qu'il n'y était pas à l'époque où on y avait été, mais pour discuter avec un historien. Et puis on est allé dans le village, la ville de Garrincha, Pau Grande, où on a rencontré des amis d'enfance, des gens qui l'ont côtoyé et des descendants, une descendante de Garrincha. Donc tous ces gens-là vous en parlent. Et donc, vous évoque un petit peu le souvenir de Mané Garrincha. Je le rappelle, l'idée, c'était absolument pas d'en faire la biographie en version vidéo. Il y a le livre pour ça, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites sur la biographie, mais de creuser un petit peu sur cela. Donc, allez le voir, je vous invite à aller le voir. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous savez, cette fameuse chaîne où l'on ne monétise rien. Donc, je vous invite à aller le voir, mais on monétise rien parce que je vous rappelle que pour YouTube, on vole le contenu d'un créateur sans apporter de valeur ajoutée. Donc, si vous voulez aller voir un documentaire sans valeur ajoutée, forcément, qui a été volé à quelqu'un, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne. Non, je rigole, mais bon, voilà. Bref, on verra comment YouTube arrive à dire que on a volé ce contenu-là. Bref, c'est pas grave. Bande de voleurs, exactement, là, ami, c'est ça. Mais n'oubliez pas que c'est une IA qui est en train de vous parler. C'est pour ça qu'elle galère avec ses problèmes techniques toutes les semaines. Bref, l'occasion donc je voulais ouvrir là-dessus, vous inviter à aller le voir, vous inviter à le partager au max, ça nous permettra aussi de faire connaître un petit peu plus la chaîne. J'ai pas d'argent à rendre puisque je monétise pas, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, parlant d'argent, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas, offrez-vous le livre, parce que c'est un des moyens de nous soutenir, cela, de vous offrir les livres de la maison d'édition. En plus, ça paye les auteurs, parce que je le dis clairement, sur Hello, on est tous bénévoles.
Mais ceux qui écrivent des livres, comme Marcelin, touchent un pourcentage non négligeable sur les bénéfices des ventes des livres. Donc, voilà, ça permet aussi de rémunérer, de rémunérer nos auteurs et ça permet aussi de soutenir Hello. Vous pouvez le faire donc avec le livre ou avec les mags. Voilà, c'était bien de commencer 2025 par un bon coup de pub bien dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On va démarrer. On est en train de se transformer en de vrais streamers, vous voyez, c'est un peu l'idée et de vrais youtubeurs à faire de la pub et de la promo tout le temps. Mais non, plus sérieusement, si vous voulez aller découvrir un petit peu Garincha, allez voir ce doc. Et vous allez voir surtout que je le disais, il est décédé le 20 janvier 1983. On est en 2025. Alors à l'époque où on a enregistré les images, pour vous dire les choses, c'était 2019. Vous verrez qu'en 2019, sa mémoire était encore extrêmement présente. Extrêmement présente. Bref, je vous laisse aller voir cela. On va nous se focaliser un petit peu sur le football, vous le voyez, et c'est aussi pour cela que l'émission était en trêve, très clairement, parce que forcément, du côté des Amériques, c'est la trêve pour la plupart. Vous l'avez probablement vu, ça commence à reprendre un tout petit peu. Ça a repris au Mexique le week-end dernier. Vous avez peut-être lu le guide sur Lucarne opposé. La Liga MX est déjà repartie. On a joué 2 journées. Il y a déjà ces petites polémiques, notamment du côté de l'América qui fait jouer les U23 pendant que l'équipe 1, pendant ce temps-là, finit sa pré-saison et joue un match amical contre l'Inter Miami. Voilà, tout va bien. C'est parfait. L'América avec les U23 qui s'impose notamment à Querétaro lors de la journée d'ouverture. Bon bref, vous voyez à quel point ça met en valeur le football mexicain, ces choses-là. La sélection mexicaine est aussi en train de faire une tournée de matchs amicaux, notamment du côté du Brésil. Bon, c'est le Mexique, c'est toujours un peu le bazar, mais ils sont les premiers à avoir repris. Juste pour vous donner un petit calendrier de reprise de début de saison. Alors, j'ai pas de visuel pour cela, mais voilà, on va quand même pouvoir en parler un petit peu. Ça reprend ce week-end, le week-end qui arrive, ça reprend en Argentine avec le fameux championnat à 30. On en parlera un petit peu. Il y aura un guide sur Lucarne opposé, forcément, avec ces 30 équipes réparties en 2 groupes. On est toujours sur les périodes de transfert. Il y a des joueurs qui signent. Vous le suivez peut-être si vous regardez sur les réseaux sociaux ou sur les comptes des clubs ou des choses comme cela. Ça bouge, ça bouge. Le championnat, lui, reprend ce week-end. Il reprend en même temps que la Liga Betplay colombienne où il aura peut-être le retour de Juan Fernando Quintero à l'América. Il a mis des choses sur ses réseaux sociaux qui le sous-entendent, mais il n'y a rien d'officiel pour l'instant, ou en tout cas, à moins que je l'ai loupé aujourd'hui. La semaine d'après, donc première semaine de février, ça sera l'heure de la reprise en Uruguay avec le Peñarol de Léo Fernandez. J'ai pas oublié James Aleón, Red, j'en ai même parlé dans le guide de Lucarne opposé. Voilà, James Aleón, voilà. Si je te dis. Mais après, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué et vous comprenez peut-être pourquoi j'insiste pas trop sur les transferts. C'est quand même assez compliqué parce qu'on est toujours en période de transfert, ça bouge encore, même du côté de la Liga MX qui a redémarré, il y a des mouvements de joueurs encore qui se font, c'est normal, le marché est encore ouvert. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas non plus le but de l'émission. Mais voilà, tout ça pour dire donc que ça reprend au Mexique, que ça reprend en Argentine et en Colombie ce week-end. Il y aura un guide du tournoi argentin. D'ici quelques mois, Chiqui Tapia va nous dire aux zut, personne ne sera relégué. Très probablement. Salut à César. Probablement, très probablement, on n'est jamais déçu avec Chiqui Tapia. Donc la semaine d'après, première semaine de février, ça sera la reprise en Uruguay. Équateur et Chili reprennent mi-février. On n'a pas encore le calendrier, mais normalement c'est mi-février. Et notamment, on n'a pas le calendrier du Chili, mais ça va reprendre normalement mi-février. Puisque je suis dans les calendriers, Libertadores et Sudamericana reprennent première semaine de février, si vous voulez le noter dans vos agendas. Et la Conca Champions, quant à elle, débute mi-février. Je crois même que je peux vous montrer un visuel de la Conca Champions. Il me semblait que je l'avais fait. Si vous me donnez 2 secondes et que j'arrive à le trouver à un moment ou pas, je ne vais pas le trouver forcément parce que sinon c'est pas drôle. Où est-ce que je l'ai rangé? Où est-ce que je l'ai rangé? Là, le voici, la Conca Champions. Voici le tableau de la Conca Champions et ça reprend mi-février, donc une semaine avant la reprise, le retour de la MLS qui d'ailleurs aura un retour en prime time, pour dire les choses très clairement. Je peux vous montrer le calendrier, c'est pas ça que je voulais vous montrer de la MLS, c'est ceci que je voulais vous montrer. Voilà le calendrier de reprise et vous le voyez
sur ce visuel. Bonsoir à ma foi aussi. Vous le voyez sur ce visuel, le match de lancement de la saison opposera l'Inter Miami à New York City et se déroulera à 20h30 heure française. Donc voilà, ça sera un bon moyen. Je soupçonne le MLS, le MLS Season Pass, enfin l'Apple TV, de nous le mettre gratuit juste pour lancer la saison. On verra, on verra. Je rappelle que à chaque week-end, il y a plusieurs matchs qui sont gratuits de MLS, mais voilà, ça sera le 22 février et ça sera en gros une bonne semaine et demie avant la reprise du Brésil qui reprend généralement en mars et avant la reprise de certains championnats d'Asie de l'Est. Des championnats d'Asie de l'Est, notamment le Japon et la Corée du Sud. Je rappelle que si vous aimez le foot asiatique, ça joue en Saudi Pro League et ça joue en Australie notamment. Dommage de ne pas jouer à Montréal à 22 février au Saputo. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà. La MLS a été très rapide pour diffuser le calendrier. Il est apparu très vite. Exactement. Ça va très très vite. Alors dans ces cas-là, eux, ils vont toujours très très vite sur ça. C'est sûr que j'évoquais le Chili il y a un instant. Le Chili est censé reprendre mi-février. On n'a toujours pas le moindre calendrier. On est à moins d'un mois de la reprise. Voilà. Mais bon, c'est le Chili aussi. Bref. Donc vous le voyez, ça c'est un petit point calendrier. Mais avant cela, je le disais, ce week-end, il y a l'Argentine qui reprend, il y a la Colombie qui reprend, mais ce week-end, c'est aussi le Sudamericano U20 2025 qui va se tenir à partir donc du 23 janvier et jusqu'au 16 février. On va en parler un petit peu. Je ne vais pas vous faire un guide de la compétition ici parce que je le publierai sur Lucarno Posé. Je suis en train de le préparer. On va évoquer un petit peu tout cela parce que c'est quand même encore un peu chaud. Ça a été chaud jusqu'à ces derniers jours parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais ce Sudamericano 2025, il se déroule au Venezuela. Alors, ça paraît bizarre de dire, il se jouera normalement au Venezuela. Il se joue au Venezuela, on est à moins d'une semaine, mais c'était pas encore sûr. Il y avait quelques soucis, on va dire, et notamment si vous suivez un petit peu les actualités politiques de la zone Amérique du Sud, vous savez qu'il y a eu la réélection... je ne sais pas si je dois mettre des guillemets, de Nicolas Maduro pour un troisième mandat comme président. Ça a été il y a une dizaine de jours. Il a pris son investiture il y a une dizaine de jours. Je vous laisse parcourir toutes les infos si vous voulez voir les scandales politiques et diplomatiques que cela est en train de générer depuis une dizaine de jours minimum. On n'est pas trop là pour ça, mais il y a des tensions qui ont été ravivées, des tensions qui existent depuis un petit moment, notamment avec l'Argentine, parce que c'est très tendu diplomatiquement parlant entre l'Argentine et le Venezuela. Et je rappelle d'ailleurs que les relations diplomatiques entre l'Argentine et le Venezuela sont rompues depuis plusieurs mois. Avec le gouvernement de Maduro. Bref, tout cela est arrivé avec un nouveau scandale parce que il y a quelques semaines, un gendarme argentin, Nahuel Gallo, que vous avez ici en photo, a été arrêté après avoir passé la frontière. C'est pas très clair s'il l'a passé légalement ou illégalement. Forcément, c'est jamais très clair dans ces cas-là. Il a été emprisonné. Il aurait été un tout petit peu, je sais pas si on peut dire torturé, mais enfin bougé. Voyez ce que je veux dire. Bref, toujours est-il qu'il a été arrêté. Les Argentins disent il a été séquestré. La ministre de la Sécurité, toujours avide de jouer dans la nuance, cette dame dont j'ai beaucoup parlé à un moment, Patricia Bullrich, le considère, je parle de nuance, vous allez voir pourquoi, parce qu'elle le considère comme un prisonnier de guerre, tant qu'à faire. Bref, vous le voyez, les tensions étaient au plus haut et justement, le gouvernement de Milei a fait pression, a essayé de faire pression à la fois sur l'AFA et à la fois sur la CONMEBOL. Et justement, je te vois arriver, Pedro Viseu, on va en parler dans 2 secondes, tu vas voir pourquoi. A fait pression justement auprès de la CONMEBOL pour dire non, changez le pays hôte. Je ne veux pas que les gamins aillent au Venezuela. Je vais la citer quand même. Je vais la citer parce que c'est quand même toujours dans la nuance, Patricia Bullrich. Si vous ne la connaissez pas, c'est toujours quelqu'un de très très posé, de très nuancé. Nous devons changer de lieu. La CONMEBOL doit y réfléchir. L'Argentine ne peut pas envoyer des enfants qui peuvent être kidnappés. Voilà, rien que ça. Voilà, elle a mis un petit peu le feu. Elle a essayé de faire un petit peu pression auprès de la CONMEBOL. Pendant ce temps-là, le responsable de la délégation argentine, que vous voyez ici avec 2 posts sur X, a bien rappelé que l'Argentine jouerait le Sudamericano et qu'elle irait dans le pays hôte désigné par la CONMEBOL, dans ce cas le Venezuela. Je vous traduis ce qu'il a écrit. La CONMEBOL a soi-disant mené une enquête.
Le fait est que c'est confirmé pour l'instant au Venezuela et c'est tellement confirmé que toutes les délégations sont en train d'y arriver. L'Argentine est arrivée ce lundi, non hier, enfin entre hier et aujourd'hui au moment où on enregistre. Donc tout le monde est en place, tout le monde y est. Alors ça posait quelques petits soucis, c'était hier qu'ils sont arrivés. Et justement, Pedro, tu nous parles d'étrange que la CONMEBOL n'est pas délocalisée, mais je rappelle, peut-être ne le saviez-vous pas, mais que ce Sudamericano est déjà délocalisé puisqu'il devait se dérouler au Pérou. Initialement, il devait aller se disputer au Pérou. Je rappelle qu'il est qualificatif pour la Coupe du Monde de la catégorie qui aura lieu, elle, au Chili à partir de fin septembre. Donc, il devait se dérouler au Pérou et l'organisation au Pérou a été retirée en novembre dernier après l'arrestation du président de la fédération péruvienne, Agustín Lozano, pour une affaire de corruption, de blanchiment d'argent et aussi des affaires de billetterie, de marché noir lors des matchs de la sélection, lors des éliminatoires de 2018. Bref, voilà, c'est un peu le bazar au sein de la fédération péruvienne et d'ailleurs, histoire de continuer un petit peu sur les déboires du Pérou. On est toujours en pleine crise du côté du Pérou. On est en pleine crise depuis à peu près depuis 2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé à l'époque de l'affaire, c'était dans un 9-10, à l'époque où on faisait le 9-10, de l'affaire des droits télé hein, avec l'entreprise 1190 Sport qui avait acquis les droits télé grâce à la fédération qui avait fait un appel d'offres, parce que la fédération avait pris en charge la négociation des droits télé, avait décidé de donner les droits télé de la première division péruvienne à 1190 Sport, en levant le contrat à Gol Pérou, qui était le diffuseur avant cela. Ça avait envoyé plusieurs clubs un petit peu dans la tourmente. Ça avait été un gros bazar, parce que certains clubs avaient des contrats avec Gol Pérou et ne voulaient pas les abandonner. Enfin, c'était le bordel, et tellement le bordel que vous aviez, si vous vous souvenez, on avait des images de ce type-là, avec une seule équipe présente sur le terrain. Il y avait eu des forfaits, donc en début de tournoi, c'était en 2023, j'en avais parlé à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que c'est toujours le bazar avec 1190 Sport. Il y a 5 clubs, Alianza Atlético, Melgar Cienciano, Tarna et l'Atlético Grau, qui ont demandé à la Fédé, qui ont enjoint la fédération à faire en sorte que cette organisation paye ses droits, paye ses dettes auprès des clubs, auprès de ces clubs-là, sous peine de ne pas se présenter. C'est un vrai bazar au Pérou. Il y a le bazar avec le président de la Fédé qui a été arrêté en novembre, le bazar au niveau des clubs avec les droits télé, des clubs qui ne veulent pas se présenter et tout, et le bazar aussi avec la sélection. Je vous rappelle que Jorge Fossati, le sélectionneur, a quitté son poste il y a quelques jours aussi. Donc voilà. Et que donc le Pérou, dans tout ce contexte bazar, de tout ce contexte trouble, devait aussi organiser le Sudamericano qui, lui, donc, se retrouve au Venezuela, se jouera au Venezuela et débutera ce week-end. Je vous montre les groupes. Je vous rappelle que c'est du 23 janvier au 16 février ce Sudamericano U20. On va forcément le suivre. J'ai pas les horaires en tête. On fera peut-être des lives histoire de reprendre un petit peu tranquillement les lives. Je vous montre les deux groupes parce que vous voyez que la répartition boule chaude, boule froide a fonctionné à merveille. Le groupe B est absolument d'une violence inouïe, puisque vous avez Argentine et Brésil, la Colombie et l'Équateur. Rien que ça, bon courage à la sélection bolivienne. Le groupe A, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chili et Pérou, paraît un petit peu plus facile à déterminer. Ça va être très compliqué. On en parlera, je ferai un guide du tournoi avant le début justement de ce tournoi qui, je le rappelle, est donc prévu. Le coup d'envoi est prévu le week-end prochain. Ça me fait presque penser à la Copa América, l'Argentine et la Colombie. Ah, c'était à cause du... Non, c'était à cause du Covid, ouais, exactement. Red, t'as répondu, c'était pour des histoires de Covid qu'ils n'avaient pas organisé 2021. Et d'ailleurs, ça avait mis un gros scandale au Brésil, hein, si tu te souviens, Nostromo, puisque Bolsonaro avait dit, nous, on va l'accueillir. Dans un moment où on était sur des pics de décès liés à la Covid au Brésil. On avait beaucoup attendu aussi que la sélection brésilienne s'exprime, et elle avait promis qu'elle s'exprimerait. Il me semble qu'à l'époque, le capitaine, c'était Casemiro, et il ne s'était surtout pas exprimé d'ailleurs, et ça avait continué de relancer un petit peu le bazar là-dessus. Donc voilà, mais il y avait un peu plus de délai, c'est-à-dire que je crois que de mémoire, il y avait plus de délai par rapport à la Covid, et puis c'était un contexte particulier avec des matchs à huis clos. Là, c'était compliqué. Quand même, il a été évoqué, pour finir ce Sudamericano, que si on devait changer
de pays hôtes. On aurait pu envisager éventuellement la Colombie qui a organisé des compétitions assez récemment et qui a donc les structures pour cela. On a envisagé aussi le Chili comme répétition générale de la Coupe du Monde qui se déroulera à partir de septembre. Mais non, on va bien jouer au Venezuela. Ça va fonctionner. Justement, pour reprendre la question de Red, je voulais savoir comment ça se passe si un pays ne peut pas organiser, comment on fait pour la nouvelle attribution. Eh bien, ça dépend. Ça dépend, je peux te prendre un exemple assez récent, la Coupe du monde du vin, la dernière, qui devait se disputer en Indonésie, qui au dernier moment ne s'est pas disputée en Indonésie puisque la FIFA a décidé de retirer l'organisation. Souviens-toi, c'était l'histoire avec le gouverneur de je ne sais plus quel État, ou enfin pas province, c'était un gouverneur, je crois, qui ne voulait pas accueillir la sélection israélienne. Et bah, en fait, il faut qu'il y ait des volontaires pour dire est-ce que moi je peux, est-ce que je peux pas. Les instances ensuite vont vérifier. Et à cette époque-là, c'était l'Argentine qui s'était qualifiée grâce à cela. Hein, la bise à Mascherano, hein, qui avait réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2020, tout en étant éliminé sur le terrain. Mais donc, généralement, c'est cela. Là, ça n'a pas été complètement envisagé, hein, très franchement. Il y a eu des rumeurs d'envoyer en Colombie ou au Chili, éventuellement au Paraguay, qui peut être la bouée de sauvetage. Mais bon, voilà, les délégations sont toutes au Venezuela. Donc, la compétition va bien se dérouler au Venezuela. On va terminer les news avec une dernière actualité. On va revenir au nord, on va revenir en MLS. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y a une info qui est sortie la semaine dernière et qui pourrait bousculer un petit peu le marché des transferts, voire même beaucoup. Pour cela, je vais devoir planter aussi un petit peu le décor. Peut-être n'êtes-vous pas encore complètement habitué, même si la MLS, on commence à en parler beaucoup maintenant. Le seul moyen, au niveau du marché des transferts, vous voyez forcément des transferts qui se font entre la MLS et l'Europe ou l'Amérique du Sud ou d'autres confédérations, ou dans l'autre sens. Au sein de la Ligue, le seul moyen pour un club d'acquérir un joueur d'un autre club de MLS, jusqu'ici, ne pouvait se faire qu'à travers ce que l'on va appeler des échanges d'actifs non monétaires. Alors, c'est un terme un petit peu vague, mais en gros, ce sont des places à la draft, des allocations. Vous savez ou pas d'ailleurs, hein, que les clubs de MLS ont ce que l'on appelle des allocation money. GAM et TAM, je ne vais pas entrer dans le détail, il y a General et j'ai mangé le thé, mais c'est pas grave. Transfer allocation money. En gros, ce sont des espèces de petites caisses supplémentaires qui permettent, par exemple, le GAM, c'est une caisse supplémentaire qui permet de piocher pour payer un joueur qui, sans cela, serait sorti du salary cap. Voilà. Bref. Un des moyens pour les joueurs pour un club de MLS de récupérer un joueur qui joue dans un autre club de MLS, c'était soit que ce joueur-là soit libre, soit free agent, donc plus contrat non renouvelé, ou alors de pouvoir l'échanger contre d'autres joueurs ou contre des allocation money. Donc on donne un petit peu d'argent et le club récupère de la general allocation money pour payer un peu mieux ses joueurs ou des choses comme ça. Bref, jusqu'ici, c'était cela. Donc, je le disais, avec des échanges ou d'autres joueurs, ou donc des places en draft et en super draft. Salut à Guillaume qui vient d'arriver dans le chat. Et donc, il y a eu une petite révolution qui est passée cette semaine. Tu parles de MLS, j'ai fait une save MLS à Atlanta, quelle horreur les contrats. Ah, surtout qu'en plus les contrats, c'est la ligue, hein. Un joueur en MLS appartient à la ligue, signe un contrat avec la ligue et pas avec les clubs. Il est ensuite affecté à un club, mais les contrats sont à la ligue. C'est aussi pour cela que jusqu'ici c'était compliqué de faire des échanges entre joueurs, mais donc il y a eu cette nouvelle qui a été publiée cette semaine ou la semaine dernière peut-être par la ligue, avec une nouvelle mesure qui a été prise. Qui s'appelle Cash for Player Trade. En gros, de l'argent pour les transferts de joueurs. Alors, que dit cette nouvelle mesure? Tout simplement que, à l'instar de ce qui se passe sur le marché international ou dans n'importe quel autre pays, un club, désormais, va pouvoir utiliser un montant illimité d'argent. À partir du moment où il a cet argent, il va pouvoir l'utiliser pour tout simplement acheter un autre joueur d'un autre club. En gros, racheter, comme chez nous, s'offrir un transfert. On est en train d'ouvrir au transfert intra-MLS d'un club à l'autre. Ça change beaucoup de choses. Il y a quand même des garde-fous. Alors, si vous lisez l'anglais et que vous voyez l'image, vous voyez qu'il y a quelques garde-fous. Je vais vous les donner.
On garde toujours à l'esprit que la MLS s'appuie sur l'expérience passée de la NASL. J'en ai beaucoup parlé sur Hello, et de ces dérives économiques. Il y avait des clubs qui avaient de l'argent, d'autres qui n'en avaient pas du tout. Et puis ceux qui avaient de l'argent en dépensaient trop par rapport à ce qu'ils avaient. Bon, bref, ça a été un non-sens économique qui a fait que la Ligue a coulé en 1984. Donc depuis, la MLS, à chaque fois qu'elle met en place un système économique, elle place des garde-fous. Elle ouvre sur les transferts intra-MLS, mais elle fixe quelques petites conditions. Pardon. La première, pas plus de 2 transferts par saison dans chaque sens. C'est-à-dire qu'un club ne peut acheter que 2 joueurs et ne peut en vendre que 2. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on va le dire autrement. C'est une offre non cumulable. Tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur d'habitude comment on fait pour acquérir un joueur, on propose un petit peu d'argent pour le GAM, un petit peu d'argent pour le TAM, on file des places en draft ou on échange des joueurs. Là, c'est pas cumulable. C'est-à-dire que si tu as de la thune pour acheter un joueur, tu ne peux acheter un joueur qu'avec de l'argent. Voilà, tout simplement. Et l'autre point, c'est que si tu achètes un joueur qui était designated player dans son équipe, et c'est là où ça peut minimiser ce que tu es en train d'écrire, Pedro Viseu, dans le chat. Ça va favoriser les grosses franchises à gros marché, certainement parce qu'elles auront de l'argent, mais elles ne pourront pas aller chercher les DP, les designated players. Vous le savez qu'il y a 3 DP par équipe au maximum, des joueurs qui sortent du salary cap. Elles ne pourront pas aller chercher un autre DP si elles en ont déjà 3. Donc il y a quand même un sacré garde-fou, parce qu'un joueur qui était DP dans un club, s'il est recruté par un autre club, il doit être automatiquement DP. Il ne perd pas ses conditions salariales, il garde ses conditions salariales de designated player. Donc ça fait quand même quelques garde-fous assez intéressants. Et là, vous vous dites, d'accord, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change de pouvoir aller, de ne plus échanger un joueur ou de ne plus prendre un free agent? Ça change. On va prendre un exemple. Un exemple tout simple, cet homme, Luciano Lucho Acosta, le meneur de jeu de Cincinnati, a exprimé son désir de quitter Cincinnati. Il est en partance de Cincinnati. C'est le même cas pour Evander avec les Portland Timbers. Concrètement, dans les faits, si un autre club de MLS veut le récupérer, jusqu'ici, il devait aller piocher dans ses actifs non monétaires, comme je le disais tout à l'heure, et puis surtout, il devait s'arranger avec Cincy, qui ne va pas forcément vouloir le coup. Parce qu'il serait perdant, il perd un DP. Et donc, généralement, un joueur de ce calibre, quand il dit « je veux partir de Cincinnati », ça veut dire qu'il va quitter la MLS parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour le club de récupérer de l'argent, tout simplement. Tu échanges pas ton designated player contre une place en draft, parce que là, tu perds des sous, concrètement. Indépendamment, un Lucho Acosta, ça vend des maillots à Cincinnati, et pas que. C'est la valeur ajoutée de ton club. Dans les faits, maintenant, si un autre club de MLS, on parle de Dallas notamment par exemple, est intéressé par Lucho Acosta, il y a des rumeurs Inter Miami aussi d'ailleurs, eh bien, s'il a de l'argent, eh ben, il peut aller piocher dans sa cagnotte et aller chercher et proposer quelque chose à Lucho, à Lucho Acosta. Donc concrètement, voilà ce que ça peut changer. Ça peut permettre tout simplement à la MLS de garder ses meilleurs joueurs, de ne pas les voir forcément partir parce qu'il ne veut pas rester dans un club, qu'il veut changer d'air. Et en gros, quand tu es un DP, le seul moyen de changer d'air, c'est de changer de pays. Si tu veux rester en MLS, tu peux aller dans un autre club maintenant. Si un club a les moyens de t'acheter, je vais prendre un exemple tout simple. Orlando, ils ne sont pas candidats pour l'instant à Lucho Acosta, en tout cas pas que je sache. Orlando, par exemple, a vendu Facundo Torres 11,5 millions d'euros à Palmeiras. Ben maintenant, rien n'empêche Orlando, avec ses 11,5 millions, plutôt que d'aller chercher un joueur en Europe ou un joueur en Amérique du Sud, de dire moi je vais mettre 10 millions sur Lucho Acosta. Orlando peut, par exemple. Toujours avec les garde-fous, le nombre de DP et tout. Ça change beaucoup de choses. L'idée, ça va être donc à la MLS d'essayer de retenir au maximum ses meilleurs joueurs. On verra si ça favorisera justement les grosses franchises à gros marché, parce que, je le rappelle, ces garde-fous quand même limitent un petit peu les choses. On suivra ça avec attention. Ça peut être vraiment game changer pour certains. Et voilà. On est dans le mercato. J'en profite pour saluer Tupiche qui vient d'arriver dans le chat. On est dans le mercato. Je rappelle que la fenêtre est encore ouverte jusqu'en avril, le 23 avril, la fenêtre de mercato MLS, et que celle d'été a été fixée. Elle se déroulera du 24 juillet au 21 août prochain, avec donc cette nouvelle mesure qui a été mise en place et qu'il va falloir suivre avec attention, parce que ça peut forcément changer les choses. Je rappelle que
La MLS a augmenté son salary cap, a toujours ses designated players, est en train de mettre ce système-là. Elle est économiquement viable. On en a déjà beaucoup parlé. J'avais fait une émission où j'en avais parlé là-dessus. Voilà, ça avance dans le bon sens, toujours avec des garde-fous, toujours avec cette notion de ne pas mettre en danger ces franchises qui est héritée hein, de ce qui s'était passé en NASL, surtout dans les années 80, parce que c'est à partir de la deuxième moitié, hein, post-Pelé, entre guillemets, que c'est véritablement parti en sucette, mais d'aller dans le bon sens. Et on verra. On verra si ça change pour tout le monde ou si ça favorise que les gros. Très honnêtement, je sais on peut essayer d'appliquer notre prisme à nous, mais on n'est clairement pas, avec ces garde-fous-là, on n'est clairement pas dans le cas d'un PSG ou d'un Manchester City qui peut dépenser des milliards dans n'importe quel type de joueur ou dans Chelsea, hein, qui vont accumuler les nombres de joueurs. Là, non, on ne peut pas accumuler les joueurs, on ne peut pas surdépenser puisqu'il y a quand même un budget qui entre en compte.